dès que tu te dresses, et c'est la chaleur d'un seul coup, la chaleur épouvantable, et devant toi, ou bien t'as un lac de lave, ou alors t'as des bouches, et t'attends que ça pète. Toi, t'as tous les muscles qui sont un petit peu tendus, parce que t'es quand même un peu la trouille, et quand ça pète, là, imagine, t'as un bruit, une détonation fantastique, en même temps, tu sens dans tes jambes, dans tes tripes, la terre qui vibre, et en même temps, t'as cette gerbe qui monte à 200, 300, voire 1000 mètres de hauteur. Hello hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Bienvenue Guy et Coralie sur le podcast. Merci Loïc de nous avoir accueillis. On est très contents de partager ce moment tous les deux avec Guy. Merci Loïc. Écoute, là, moi, je suis venu avec Coralie. C'est elle qui m'a embringué dans cette histoire. Coralie, je pense que tu as bien fait. En tout cas, moi, je suis hyper content que vous soyez là tous les deux et que vous ayez pu vous libérer pour nous raconter un petit peu ce que vous faites ensemble. Que j'ai trouvé complètement fou, Coralie, quand on a échangé en off avant l'épisode. Je me suis dit, waouh, alors là, ça promet, vu l'univers, vu aussi les liens que vous avez, les différences générationnelles, etc. Je pense qu'on va bien s'amuser, qu'on va bien voyager en tout cas. Mais j'en dis pas plus et je vous laisse peut-être commencer par vous présenter, nous expliquer un peu ce que vous faites, dans quel univers vous évoluez aujourd'hui. Vas-y, Coralie. Okay. Alors moi, c'est Coralie, j'ai 26 ans et je suis acheteuse dans une entreprise de logiciels. Et je suis fascinée par les volcans et j'ai découvert ce monde des volcans grâce à Guy. Et donc, je suis la petite nièce de Guy, c'est-à-dire que ma grand-mère, c'est la sœur de Guy. Mais il faut savoir qu'avant mes 18 ans, c'était pas vraiment connu parce que Guy passe beaucoup plus de temps sur les volcans que dans les repas de famille. Et du coup, on s'est rencontrés sûrement à un repas de famille l'année de mes 18 ans. Il y a eu un grand coup de cœur, je pense, des deux côtés. On a beaucoup échangé. J'étais très curieuse et j'étais fascinée par la manière dont les personnes autour de moi et toutes les personnes qui avaient voyagé avec Guy étaient si admiratrices d'avoir pu faire quelques volcans avec Guy. Et du coup, pour mes 20 ans, j'ai eu la chance de partir en Éthiopie. J'ai retrouvé un groupe, j'ai retrouvé Guy et j'ai découvert mes deux premiers volcans, donc Dalol et le lac de lave de l'Air Salé. Et là, j'ai compris que c'était quand même assez fou, que c'était déjà des images impressionnantes. C'était une expérience qui était juste unique, insolite, avec des rencontres d'ailleurs aussi géniales que j'ai gardées encore aujourd'hui. Et du coup, au retour, je me suis dit, c'est bon, j'ai compris, c'est quand même fou, faut recommencer. Donc ensuite, je suis partie en Indonésie parce que Guy m'avait beaucoup parlé de l'Indonésie. Alors là, c'est beaucoup plus sportif, un peu plus difficile mentalement. Et puis après, je me suis dit, Guy m'a beaucoup parlé du Stromboli, donc il expliquera pourquoi. Donc je me suis dit, allez, on va aller en Sicile et je vais aller voir ce que c'est le Stromboli. Et puis là, on revient juste, donc il y a 3 semaines, on est parti avec Guy. Guy m'a proposé avec d'autres personnes de descendre dans le cratère du Masaya pour aller voir deux lacs de lave au Nicaragua. Et au retour, je me suis dit quand même, c'est quand même fou de pouvoir vivre ça avec Guy. Donc j'aimerais bien partager tout ça et c'est pour ça que je t'ai contacté parce que je trouve ça vraiment génial. Et justement, cette passion-là qui me partage, il le fait pas qu'avec moi. Donc il y a une agence qui existe, il en parlera un peu plus, mais c'est pour montrer que une fois qu'on tombe dedans, généralement, voilà, on sait qu'on va y retourner.
Voilà. Génial. Bah, merci Coralie pour la présentation. Tu nous as fait une belle introduction, un beau teasing pour du coup le parcours de Guy. Donc Guy, peut-être que tu peux nous expliquer, balayer un peu ces années d'aventure et ta relation avec l'univers des volcans. Bah écoute, moi, ça débute en 1958. À cette époque-là, j'ai 18 ans. Je passe mon temps dans les aiguilles de Chamonix. Je veux devenir guide de haute montagne. Je grimpe, je grimpe. Je laisse un peu tomber les études et je passe beaucoup de temps à grimper. Et le compagnon qui grimpait avec moi, mon compagnon de cordée, a un accident de moto. Brutalement, il peut plus rien faire, il grimpera jamais. Et bon, je suis un petit peu, je sais plus ce que je vais faire. Et à ce moment-là, je lis dans le Progrès de Lyon un petit entrefilet qui dit que le volcan Stromboli vient d'entrer en éruption et qui pense évacuer une partie de la population. Je me dis, tiens, un volcan en activité, ça j'ai jamais vu. C'est une montagne vivante. Bon, j'ai envie d'aller voir. Et je suis parti avec un autre pote. Et quand on est arrivé là-bas, t'imagines, en 58, c'était 2 bateaux à vapeur qui desservaient cette île une fois Ah par ouais. semaine, quoi. Donc on est arrivé devant cette petite île avec un bruit du diable, avec des panaches noirs qui montaient. J'avais jamais vu de volcan. Je trouvais ça terriblement impressionnant. Le bateau n'approche pas trop de l'île. Il s'arrête à 800 mètres à peu près. Il y a une barque qui vient nous chercher. On débarque sur une plage où il y a plein de femmes en noir qui viennent chercher le courrier, les nouvelles. Il n'y a pas de touristes à l'époque. Il y a un seul guide qui monte quelques gens au sommet du volcan. Et donc, on n'a pas d'argent, nous, pour se payer un guide. On se dit qu'on va monter tout seul. Et dans la nuit, on part et on monte. Et là, si tu veux, pour moi, ça a été une révélation, quoi. J'ai vu l'incandescence, j'ai vu la rougeur du volcan au fur et à mesure qu'on montait. Ça devenait de plus en plus incandescent. On voyait les bombes qui montaient, ces gerbes de lave qui sortaient du cratère. Et on se disait, mais moi, mon objectif, c'était de jeter un coup d'œil de l'autre côté, pour voir ce qu'il y avait dans le cratère, d'où ça sortait cette matière incandescente. Je voulais voir. Mon copain était un petit peu moins. Mais enfin, je suis arrivé à l'entraîner quand même. Et au bout d'un moment, on est arrivé au sommet. Et là, on a acheté un œil à l'intérieur du cratère. Et là, il y avait 4 bouches en activité et des crevasses qui étaient toutes incandescentes. Et pour moi, oui, ça a été un grand moment. Ça a été vraiment une révélation. Toutes les 10 minutes, 5 minutes, quelquefois, il y avait des explosions. On voyait ces gerbes qui montaient très au-dessus de nous. Et on surveillait les blocs en se disant, s'il y en a un qui passe là, toi. Donc, c'était impressionnant. On a passé une nuit vraiment extraordinaire. Et on s'est habitué, si tu veux. La nuit, elle a été longue, mais à la fin, j'étais presque habitué. Et déjà, je me suis dit, si on pouvait s'approcher un petit peu quand même. Et là, pour la première fois, j'ai commencé à descendre un petit peu à l'intérieur du cratère. J'ai vite Ah arrêté. oui. Oui, j'ai vite arrêté. C'était bien bas. Mais enfin, ça a été ma première descente. Je suis remonté. Et là, ce jour-là, j'ai dit, bon, tu vas être sérieux, tu vas reprendre tes études, tu vas faire géologie. Et dans ma tête, je savais déjà que je voulais m'occuper de volcans dans ma vie. Voilà. Ça a vraiment Excellent. été, ça a été la révélation. Voilà. Donc, j'avais 18 ans, je lui dis, donc j'étais un gamin. Je suis rentré et quelques 15 jours, 3 semaines après, j'ai eu la chance de rencontrer Monique, ma femme, qui est devenue ma femme. Elle avait 24 ans. C'était une alpiniste, elle aussi. Et bon, à ce moment-là, on a voulu faire quelque chose ensemble. Évidemment, ma famille m'a dit, ah bah, à 18 ans, tu vas pas te marier. Donc, on s'est barré et on a vécu ensemble à Oyonnax pendant un moment, à Grenoble ensuite. Et là, on a commencé tous les deux à grimper et sur les volcans et continuer l'alpinisme. Et ça, on a fait ça jusqu'en 1963. Après, on s'est mariés, hein. Bien après, en 1963, il y a un volcan qui est entré en éruption qui s'appelle Surtsey, qui était à une cinquantaine de kilomètres au large des côtes de l'Islande. Et là, j'ai voulu aller voir ce volcan. Et pour aller voir ce volcan, donc on a pris l'avion, on est arrivé là-bas. Moi, j'imaginais qu'on allait prendre l'avion, se poser, prendre un bateau et aller sur l'île comme ça. Mais quand on est arrivé là-bas, on nous a dit, mais il faut déjà vous rendre sur une petite île qui s'appelle Emae, qui a une quarantaine de kilomètres du volcan. Et là, après, il faudra chercher un bateau qui veuille vous emmener là-bas. Mais des bateaux, on n'en trouvait pas. Tous les chalutiers qui étaient là-bas, ils disaient non, non, mais on n'est pas fous, on veut pas, on connaît pas le fond, il y a des coulées de lave qui se déversent. Imagine la lave, le lac de lave qu'il y avait sur cette île éclairait tellement qu'on pouvait lire le journal dans un rayon de 40 kilomètres. Tu vois, il y Ah avait une oui. lumière, et la nuit, il y avait une lumière énorme, quoi.
D'accord, ah ouais, c'est le niveau de OK, Ah ouais, ouais, j'aurais jamais cru 40 kilomètres, c'est ah oui, oui, énorme. c'était énorme, ouais. Et imagine que pendant 2 jours, 2 nuits, tous les chalutiers, les uns après les autres, on est allés les voir. Après, on a rencontré 2 journalistes américains qui voulaient faire comme nous. Et on leur demandait, vous voulez pas nous emmener? On proposait des dollars, on proposait de plus en plus de dollars. Il n'y en a aucun qui voulait. Donc, au bout de 2 jours, on était un peu découragés. Et Monique, qui a l'œil, elle voit arriver un mec qui essaye de grimper sur son chalutier. C'est un tout petit chalutier. Il avait du mal à grimper sur son chalutier parce qu'apparemment, il était bourré, quoi. Et on nous avait dit, un copain m'avait dit qu'il avait travaillé dans une poissonnerie en Islande auparavant. Il m'avait dit, si tu vas en Islande, à cette époque, l'alcool était interdit, emmène toujours avec toi une bouteille de whisky, ça pourra te servir. Et on avait amené une bouteille de whisky. Et Monique a eu l'idée, elle a vu ce mec bourré, elle s'est dit, elle est partie avec son sac, elle est allée le voir, elle lui a montré la bouteille, elle lui a dit, sûr, tu sais. Le mec, il a dit oui. Tu vois, je résume, mais ça s'est passé comme ça. Les Américains sont venus avec nous, on est parti tout de suite. Et à partir du moment où on est sorti du port, le type, il donnait plus du tout l'impression d'être un mec bourré, pas du tout, hein. Il a sorti son bateau très bien, il y avait 2 coéquipiers avec lui, enfin 2 marins, et il donnait ses ordres et c'était impeccable. Et on est parti sur Surtsey. Et là, je vais te dire, c'était ma première grande expérience de volcan, vraiment. Parce que pour débarquer sur l'île, lui, il s'est pas approché trop près, il s'est approché, je sais pas, à 500-600 mètres, tu vois, parce qu'après, il connaissait pas les fonds. Et il y avait de la mer, il avait un seul pneumatique, avec un seul boudin, donc tu vois, c'était pas un Zodiac, hein, pas un gros Zodiac, un petit pneumatique. On s'est mis à 2 là-dedans, on a fait 2 trajets, et en ramant, on est arrivé à aborder. Et là, avec les Américains, on s'est séparés parce qu'eux, ils voulaient pas s'approcher trop près, ils voulaient faire des photos d'ensemble, et nous, on voulait grimper près du lac de Lave. Donc avec Monique, on est monté, on s'est approché. Il devait revenir nous chercher le lendemain. On a fait des photos là-haut, c'était incroyable. Il y avait un immense lac de lave. Et toutes les minutes à peu près, il y avait des gerbes de lave qui sortaient du lac et qui s'éparpillaient de partout. Il n'y avait pas de danger, si tu veux. Il n'y avait pas de risque immédiat. Mais le spectacle était fabuleux, mais tellement fabuleux. J'avais une petite caméra, une Super 8 à l'époque. Donc c'était mon premier film volcan, toi, que j'ai fait. Et ça, j'ai ramené vraiment des belles images. Au retour, je te passe parce que il a oublié de venir nous chercher. Au lieu de venir nous chercher 24 Ah. heures après, on a attendu, on a attendu 48 heures. Mais enfin, il est venu. Il est venu. Et lorsqu'on a fait le voyage inverse, c'est-à-dire du volcan au bateau, c'est les Américains qui sont partis en premier et nous avec Monique après. Et là, je sais pas, tu sais, j'avais une chaussure d'escalade avec un œillet qui s'était retourné et en bougeant dans le bateau, mon œillet a percé le pneumatique. Et on était à mi-distance à peu près du bateau, et on entendait et le bateau qui commençait à se dégonfler. Et il y avait une corde, tu vois, qui nous tirait, hein, du bateau. Les mecs, ils ont compris tout de suite, ils ont tiré comme des fous. Moi, je tirais aussi sur la corde. Le bateau descendait. Monique sait pas mal, elle sait pas nager. Moi, de toute façon, je pensais qu'à une chose, c'était mon sac avec les films et les photos qu'on avait faites. On est arrivé près du bateau, tu vois, on avait de l'eau jusqu'à la taille. J'ai donné mon sac d'abord, ils m'ont arraché le sac. Après, j'ai aidé Monique, elle est montée la tête en bas, ils sont arrivés à la monter, et après, je suis arrivé à grimper sur le bateau. Ça a été notre première expérience, mon premier grand reportage sur Connaissance du Monde. On a eu la couverture de Connaissance du Monde, 4 ou 5 pages, je me rappelle plus à l'intérieur, et des diapositives. C'est la première fois qu'ils mettaient des diapos dans la revue. Donc ça, si tu veux, c'était ma première expérience vraiment volcan, quoi, qui a bien marché, quoi, voilà. Et après, si tu veux, bon, on a continué à faire les volcans comme ça avec Monique. Et pour ce faire, j'avais trouvé un travail chez André Jamet. Tu sais, t'as dû en entendre parler. C'est le gars qui Oui. fait qui équipe les expéditions himalayennes et, et toutes les expéditions aussi polaires. Donc, il m'avait proposé de tester du matériel d'une part, et puis d'autre part d'être présent au salon du SI qui avait lieu chaque année pour parler du matériel. Et, euh, et en plus, je faisais aussi ça pour les chaussures Salomon. Les chaussures Salomon, on voulait que je les teste dans des conditions extrêmes. Donc pour les tester, on est allé à l'Etna et on est
Imagine, on a cherché une coulée, toi, une coulée d'ave, il y en a beaucoup là-bas, hein, qui descendait pas trop vite, avec une petite croûte qui pouvait nous tenir quand même dessus. On est monté sur le... Là, c'était pas avec Monique, hein, c'était avec un copain. On est monté sur cette petite route et on s'est laissé descendre comme ça sur la coulée de lave. Pour Alors, évidemment, montrer que les pour chaussures montrer que les étaient, chaussures... tu vois. Donc, évidemment qu'au bout de même pas une minute, les chaussures sont enflammées. Et là, on est descendu tranquillement, on a traversé la coulée tranquillement. Vous voyez, les chaussures Salomon. Voilà, on a fait un petit film comme ça. Donc, c'est pour dire un petit peu ce qu'on a fait. Et bon, ça a été jusqu'en 1979. Et en 1979, là, j'ai sorti un bouquin, mon premier bouquin qui s'appelait Stromboli. Et là, il y a un type qui s'appelle Georges Bordesoul, qui est venu me voir à l'occasion du salon de Grenoble, où on vendait le matériel jamais, et qui m'a dit, écoute, moi je suis directeur d'une agence de voyage spécialisée dans la glace, je vends des voyages au Spitzberg, je fais que la glace, j'ai lu ton bouquin, et le feu, ça m'intéresse, et j'aimerais bien, j'ai une idée de marier la glace et le feu. Est-ce que tu serais d'accord pour accompagner des voyages sur les volcans? Ah ben, j'avais jamais pensé à ça, mais ouais, je dis, c'est une idée géniale, pourquoi pas, d'accord. Et c'est lui, en fait, qui a eu cette idée, si tu veux, le point de départ de mes voyages sur les volcans, c'est lui, c'est pas moi. Ni Monique, c'est lui. Donc, ben, j'ai dit, ok, j'ai monté un voyage, et puis je me suis dit que Stromboli, j'allais lui faire découvrir Stromboli, mais je voulais lui faire découvrir d'une façon un petit peu extraordinaire, quoi. Je voulais un peu l'éblouir, si tu veux. Alors, au lieu de monter par le sentier, comme on monte normalement, si tu veux, j'ai eu l'idée un peu saugrenue de monter par la Sierra del Fuoco. Je ne sais pas si tu connais Stromboli, mais la Sierra del Fuoco, ça veut dire la cicatrice de feu. C'est un couloir de sang, de scorie et de lave, si tu veux, qui part du cratère enfumé au sommet à 928 mètres. Et c'est une seule pente qui descend jusqu'à la mer. Et à chaque explosion, les blocs, ils retombent sur cette pente et ils roulent comme ça jusqu'à la mer. Donc, tu vois, il y a de l'ambiance. Quand tu arrives là-dessus, on est parti en on a déposé le kayak là-bas et on est monté par là. Donc au début c'est large, il n'y a pas trop de problème, mais plus tu te rapproches et plus tu arrives près du cratère, évidemment, c'est un peu plus chaud, quoi. Il y a les bombes qui arrivent, donc voilà. Donc on a fait cette traversée du cratère, il m'a dit, mais attends, là t'es fou, on va jamais faire monter des groupes par ici. Des groupes de 15 personnes, c'est idiot, c'est impossible. Je lui ai dit, bon, bah t'as raison. Donc on est redescendu par là parce qu'on avait le kayak. Et le lendemain, je l'ai fait monter par le sentier. Il m'a dit, ouais, ok, là, c'est bon, là, d'accord. Là, on peut faire quelque chose. Donc, on a créé un premier voyage, comme ça, avec l'Etna, Vulcano, Stromboli, puis d'autres petites îles de l'archipel éolien. Et tout de suite, ça a bien marché. Tout de suite. C'est-à-dire, on faisait des voyages d'avril à septembre, et on a rempli tout de suite des voyages de 15 jours. J'avais loué un chalutier, et on se baladait avec notre chalutier. Après, j'en ai acheté un, et on a continué à travailler comme ça pendant longtemps. Et imagine, on en a parlé tout à l'heure avec Caroline, avec Coralie, imagine que le nombre de nuits que j'ai passées au sommet de Stromboli avec des clients correspondent à 13 mois. Tu vois le nombre de nuits que j'ai passé là-haut, quoi, hein. Finesse. On passait 2 jours et 2 nuits avec les clients là-haut. Voilà. Donc ça a été un petit peu le point de départ. Ça a duré 3 ans. Et à partir de ce moment-là, on s'est séparés et on a eu l'idée d'ouvrir Aventure et Volcan. Donc c'est Monique, si tu veux, qui a eu cette idée de dire on va ouvrir notre propre agence. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à bosser chaque année. On faisait des nouveaux voyages et c'est moi qui accompagnais. Mais la tête, c'était Monique, quoi. Le cerveau, c'était Monique et moi, j'étais les jambes. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. On a sorti une brochure et chaque année, on faisait des voyages de plus en plus lointains. Alors on a fait la Réunion, après ça a été Hawaï, après ça a été le Kamchatka. On a été les premiers, par exemple, à aller au Kamchatka en 1991. Ça venait juste de s'ouvrir, tu sais, Kamchatka, c'est cette quiquette là qui est à l'extrême ouest de la Russie, qui était même interdit aux Russes, où il y a tous les sous-marins atomiques russes qui sont dans la Ouais. baie de Petropavlovsk. Donc, et là, c'est un coin où c'est plein de volcans, il y a des volcans de partout, quoi. Donc, imagine que pour aller là-bas, nos premiers voyages, pour accompagner les gens là-bas, comme il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de piste, il n'y avait rien, on louait des chars de l'armée russe. Donc les premiers groupes, on les a mis dans les chars, tu vois, t'imagines. Et les chars, ça Excellent. grimpe,
ça grimpe des pentes de 45 degrés, toi. Et ça va tout droit, les arbres à gauche, à droite, on s'en fout, ça va tout droit, quoi. Et donc, pendant 2 ans, on a fait ça. Après, on a remplacé ça par des chenillettes. Et après, par des hélicos, des gros hélicos de 17 places, des A1008. Mais bon, pour te dire la progression, c'était ça, quoi. Nous, si tu veux, la marche, c'est pas notre but. Hein. C'est, nous, la marche, c'est pour approcher le volcan. Si on peut s'en passer, on s'en passe. Si on peut Hmm. prendre un hélico, si on peut prendre un chalutier, si on, voilà, tous les moyens de locomotion qu'on peut disposer, on s'en sert. Ça va Ouais. donc du char de l'armée russe au char à bœuf au Nicaragua, par exemple. Non, mais, au Nicaragua, pour monter un volcan qui s'appelle San Cristobal, c'est une bavante aussi. On mettait tout sur le char à bœuf, puis les clients se mettaient encore par-dessus, et puis on montait tranquillement. Ça va pas vite, mais ça monte. Voilà. C'est pour dire. Alors on Mais alors, utilise. Ouais. j'ai une question qui me vient, c'est à l'époque, aujourd'hui, je pense, avec Internet, tu vois, tout est, l'accès à l'information est beaucoup plus facile. Donc, j'imagine que avoir l'info qu'il y a un volcan qui entre en éruption dans n'importe quel coin du monde, aujourd'hui, Ouais. c'est facile. Mais à l'époque, comment est-ce que ça se faisait? Ben, c'était pas évident. C'était pas évident, ouais. Alors, progressivement, si tu veux, on a pris contact avec plein d'observatoires de volcanologie, donc qui nous donnaient des nouvelles des volcans. On a pris des contacts comme ça, mais ça a été assez lent. Ça a été assez lent au début. C'était pas évident, ouais. C'était pas évident pour savoir quel volcan il. Mais si tu veux, au point de départ, on avait déjà sélectionné tous les volcans du monde qui sont en activité permanente. Et Ok. autour de ces volcans en activité permanente, on a construit des voyages. Donc les gens, quand ils venaient chez nous, ils nous disaient, Guy, on veut voir du rouge. D'accord, tu veux voir du rouge, donc tu veux voir un volcan en activité. Donc voilà, on te propose ça, on te propose celui-là, on te propose celui-ci. Ils étaient construits déjà, les voyages. D'accord. Et après, on a ajouté les voyages qu'on appelle le spécial éruption, qui suit les éruptions qui ont lieu, mais qu'on n'avait pas prévues au départ. Mais comme là Voilà. ou au Nicaragua. Comme au Nicaragua, voilà, exactement. Mm. Voilà. Ça, Alors, c'était au pas prévu. Ce Nicaragua, qu'on a fait avec Coralie, tu veux, c'était ouais. un spécial éruption. Voilà. Et donc ça, comment ça s'organise, ces voyages spéciaux éruption? Dès que vous avez l'info, vous commencez à Alors, monter la dès qu'on a l'info, logistique. alors à l'époque, c'était Monique qui s'occupait de ça, donc c'était ma femme. Je dis qui c'était parce elle est décédée là, il y a un an. Et elle prenait les renseignements tout de suite, elle téléphonait donc aux observatoires de Volcano. On s'enseignait si c'était possible d'approcher. S'il y avait besoin d'autorisation, de toute façon, on s'en foutait, les autorisations, on s'en occupait pas. Si on essayait de voir si on pouvait approcher suffisamment près pour que ce soit intéressant pour nous, parce que tu sais, les clients qui venaient avec moi, ils venaient parce qu'ils savaient qu'on allait nous vraiment dessus, on allait à côté. Quand il y avait des coulées de lave, on avançait au milieu des coulées de lave. Quand il y avait des explosions, on s'approchait à la limite de retomber des explosions. On jouait avec le volcan, on avançait, on reculait. Tout ça, c'était notre truc, ça. Donc, c'est aussi pour ça quand même c'est aussi pour ça qu'on a fait notre clientèle comme ça là-bas. Voilà. Donc voilà, c'est Excellent. tout le point de départ, le point de départ aventure et volcan, ça a été ça, quoi. Mais bon, si tu veux, ça n'a pas été facile quand même. Les 3 premières années, je me souviens que le comptable, quand il venait au bureau, il disait, mais vous voulez continuer? Parce que, bon, vous voyez, c'est quand même pas terrible le résultat. Mais on était têtus, on s'est dit, ouais, on continue, on essaye encore un an, on essaye encore. Et puis on a bien fait parce que la 3e année, on a eu une invitation pour un stand gratuit au Salon mondial du tourisme à Paris, porte de Versailles. On s'est dit, bon, on va aller à ce salon, là, c'est chouette. On est allé à ce salon, et là, effectivement, ça a bien marché. On a eu pas mal de clients qui nous découvraient. Ils disaient, mais je pensais pas qu'on pouvait aller sur un volcan en activité. Nous, on pensait que c'était réservé aux scientifiques et tout. Alors, on leur a montré des photos, des petits bouts de films. Et à la fin de ce salon, les journalistes du monde entier décernaient des prix. Alors, il y avait le prix du voyage le plus luxueux, le prix du voyage le plus fou, et nous, on a eu le prix du voyage le plus insolite. Et le voyage le plus insolite, c'était le réveillon du jour de l'an au milieu des coulées de lave à Hawaï. Tu vois, j'avais trouvé un coin à Hawaï, Waouh. une espèce de terre-plein, si tu veux, qui était au-dessus des coulées. Les coulées descendaient à gauche, à droite, de partout, se jetaient dans la mer. Et nous, on avait notre petit coin. Là, on sortait la bouteille de champagne, le foie gras. T'imagines, c'était fantastique. Et Incroyable. on faisait ce qu'on appelle le steak au fil de fer. Et ça, si tu veux, tu peux interroger tous mes clients.
Le souvenir qu'ils ont, c'est même pas les coulées, c'est même pas. Ils se rappellent tous du steak au fil de fer. C'est-à-dire que j'arrive avec un fil de fer de 3 mètres. On a emmené des gros steaks, on attachait le steak avec le fil de fer, on jetait le fil de fer dans la lave, on le retournait, alors tu le veux bleu, tu le veux bien cuit, et on mangeait notre steak avec des morceaux de pain. Voilà, le steak au fil de fer. Les gens, ils venaient à Hawaï pour ça. Donc, Excellent. Et voilà, ça, ça Coralie, c'est. tu as eu droit, toi, au Non. steak fil de fer? Alors malheureusement pour Hawaï, c'est pas les autorisations qui ont été. Enfin, normalement, tu peux pas accéder au lac de lave à Hawaï. Plus actuellement, Plus ouais. actuellement, il est très surveillé et du coup, ils amenaient beaucoup de groupes, mais malheureusement, il y a eu. C'était il y a 3 ans, non que Ouais. un groupe a été pris du coup sur le site. Puis après, de toute façon, il y a eu le Covid. Si tu veux, pendant 20 ans, on a baisé les Rangers là-bas, parce que la nuit, si tu veux, ils dorment, les Rangers. Donc, c'est le seul moment où on pouvait aller voir le lac de lave. Donc, j'avais trouvé des coins et j'emmenais les gens près des coulées de lave. Et près du lac de lave aussi, surtout près du lac de lave. Et ça a duré pendant 20 ans. Ils ont essayé de nous coincer, puis un jour, ils y sont arrivés. Voilà. Mais j'irai. Promis, un jour, j'irai. J'ai trop envie d'y aller. J'ai Mais moi, envie d'aller goûter le steak. Et c'est des super images parce que tu as la lave qui tombe dans l'océan, ah les ouais, tours c'est trop d'hélico. chouette. Ouais. Ah ouais, c'est chouette. C'est juste un. Moi, c'est un de mes prochains voyages. J'aimerais bien. Ouais. Mais le problème, c'est que je suis interdit de séjour maintenant. Donc, bon, pour moi, ça va être un peu difficile. Mais bon, on À verra bien. cause de ça? À Ouais, cause de cet événement? Ah oui? ouais, ouais, mais enfin bon, ils auront peut-être oublié, hein, d'ici 3 4 ans. Ouais. Ouais. Alors, tu sais, ce que je dois dire, c'est que, comme on a eu ce prix, on a eu la chance qu'il y ait 2 télévisions, le soir même, au JT de 20 heures, nous montrent le prix. Ils avaient choisi le voyage le plus insolite, c'est-à-dire les coulées de lave au milieu de la mer. Donc ça, c'était une publicité fantastique. Et il y a plein de journalistes qui sont venus nous voir. Donc on a commencé à faire des reportages sur des journaux. Après, ça a été les télévisions. Et la chance, ça a été Arte. Arte a voulu faire un voyage pour faire un 52 minutes avec nous en Indonésie. Et on a eu le pot que ça pétait de partout. Le Krakatau est en activité, le Semeru en activité, le Merapi en activité. Il y avait 6 volcans, ça pétait de partout. Là, on a fait un film du tonnerre. Ça a bien plu. Ils ont attendu 1 an et demi, 2 ans. Ils ont attendu 2 ans. Et après, ils m'ont proposé de faire une série qui s'est appelée Sur les volcans du monde. C'était des 26 minutes. On a fait 10-26 minutes qui passaient après les informations. Et ça, c'était dans les années 2000, non? Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve ça Et dingue, toi, c'était t'en as qu'à vu? l'époque. Oui, moi, j'avais Ouais, vu t'en as vu, ouais. bon, du coup, à l'époque, je regardais plutôt la télé, alors Ouais. on voyait Guy à la télé. Ma grand-mère était toujours très contente de nous montrer Guy à la télé. Et mais je suis encore plus contente de passer maintenant avec Guy. C'est plus intéressant, il y a plus de, d'action. Mais moi, je trouve ça fou qu'à l'époque, c'était déjà, c'était pas commun de faire déjà des voyages, de faire des voyages Ouais. aussi insolites. C'était pas accessible à tous non plus. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore plus fou parce que ça reste quand même des voyages différents. Tout le monde ne fera pas ça. Déjà, il faut vouloir aller faire ces volcans. Et souvent, on ne sait pas vraiment ce qu'on peut faire avec ce genre de voyage. Si on l'a pas vécu, on ne sait pas qu'on peut aller aussi près, tout ce qu'on peut ressentir comme sensation. Et c'est encore quand même pas très commun. Hein. Quand j'en parle autour de moi, il n'y en a pas beaucoup de mon âge, ni d'ailleurs pas de mon âge, qui partent sur des volcans pendant leurs vacances. Donc voilà, mais c'était déjà une communication hyper importante à l'époque, je trouve. Elle est fascinée, elle est passionnée, tu peux pas imaginer. Oui, mais c'est Ouais, parce elle a un que... enthousiasme, elle a un enthousiasme incroyable. Oui, mais tu entends quand il parle, Ouais, s'il clairement. raconte toutes ces anecdotes et toutes ces aventures à ses clients, je veux dire, c'est impressionnant. Et puis, je veux dire, à l'âge de Guy, tu veux dire ton âge? Ben, je vais avoir 82 ans dans 3 Voilà, mois. à Voilà. 82 ans, on descend dans des cratères. Cette C'est année, clair. c'est parti à La Palma. Dès que ça pétait, ben, on savait pas où était Guy, mais c'est normal, il était à La Palma pour aller vérifier par lui-même les coulées. Donc, je veux dire, je trouve que c'est tellement génial. Il y a une énergie, et d'ailleurs, pas que Guy, hein, par toutes les personnes qui partent dans ce genre de voyage. Les énergies de ces personnes sont des gens qu'on rencontre, c'est quand même fabuleux. Donc, faut le partager aussi, quoi. Mais enfin, ça fait 4 ans que j'accompagne plus, hein. J'ai arrêté parce que si tu dis que l'accompagnateur, il a 78 ans, tu vois, ça fait pas sérieux, quoi. Plus de 82, non. Maintenant, C'est c'est pas possible. un invité de luxe. Alors,
ce qui m'intrigue, je crois que, tu vois, Coralie, tu l'as dit, c'est vrai que ça reste un univers. Moi, spontanément, quand tu m'as contacté, je suis allé du coup regarder des petites vidéos, puisque bon, Guy, je vais être honnête, j'avais jamais vu de reportage avant, j'avais pas vu la série sur Arte, pourtant, je vais souvent y faire des tours pour leurs docu voyages que je trouve souvent géniaux. Mais donc, j'avais pas vraiment découvert, tu vois, ce que tu faisais, à quel point est-ce que tu t'approchais au plus près des volcans. Et la première pensée que j'ai eue, c'est punaise, mais là, en termes de sécurité, c'est vraiment faisable, un truc comme ça. Et du coup, c'est un peu la question que j'ai envie de vous poser, c'est que c'est un peu, j'ai l'impression comme d'aller nager. Moi, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, et donc il y a des requins un peu partout autour de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, la première pensée des gens, c'est ah ouais, mais quand tu allais nager, c'était hyper dangereux. Bah, non, en fait, il y a une espèce de croyance populaire que le requin est hyper Ouais. dangereux. Mais la réalité, c'est complètement différent. C'est très différent de ce qu'on veut peut-être nous faire voir dans certains médias, etc. Enfin bon, bref, je m'égare. Mais par rapport au volcan, du coup, quelle est la réalité en termes de dangerosité ou de proximité jusqu'à laquelle on peut aller sans que ce soit, voilà, sans franchir de limite, quoi. Écoute, on a eu des accidents, c'est sûr, comme tout le monde, hein, c'est normal, comme les guides, comme c'est quelque chose qui reste quand même dangereux. Mais il y a un journaliste qui avait dit, Guy, c'est une tête brûlée, c'est une tête froide sur un corps brûlé. Voilà ce qu'il a dit. Une tête froide sur un corps brûlé. Et effectivement, oui, j'ai été brûlé. J'ai eu un accident à Hawaï où je me suis laissé enfermer par des coulées que j'ai dû traverser. Donc, je me suis brûlé cruellement les 2 pieds. Et après, j'en ai eu un autre en Nouvelle-Zélande où je me suis brûlé vraiment là, une jambe et un pied. Et là, il a fallu me greffer un pied, voilà. Donc, toi, j'ai eu quand même des accidents un peu sérieux. Mais bon, je veux dire, à part ça, bon, si on a eu quelques accidents, des gens qui se sont brûlés les mains, qui se sont brûlés. Oui, ça arrive. Et le pire, c'est que j'ai perdu une femme. Une fois, j'ai perdu une jeune femme qui est venue avec nous sur un volcan tout à fait extraordinaire qui s'appelle Dalol, en Éthiopie. Et cette femme a disparu. C'est un mystère que j'ai jamais élucidé. J'ai mis 6 ans pour la retrouver. Pendant 6 ans, on l'a cherchée. Et on l'a trouvée au bout de 6 ans. Mais il y a plein, bon, il faudrait beaucoup de temps pour te raconter l'histoire, c'est trop long. Mais Tu la racontes dans ton livre. ouais, il y a plein de mystères. Si tu veux, cette femme, on a retrouvé par exemple ses chaussures à côté du camp de base, et elle était à 2,5 km. Son corps, je l'ai retrouvé à 2,5 km, et on peut pas marcher pieds nus là-bas. Il y a des aiguilles de sel de partout. C'est absolument impossible, quoi. Si tu veux, là-bas, c'est devenu une espèce de légende, hein, cette histoire de cette femme qui a disparu. Et il y a plein de mystères étonnants comme ça. C'est petit, Dalol, hein, c'est un volcan, il fait 2,5 km de long par 800 mètres de large. Je sais Tu pas vois, si c'est tu une as espèce déjà vu, d'îlot. c'est des couleurs fluorescentes. Avec de l'acide C'est vert. l'acide, c'est pas du tout le volcan d'Auvergne avec un cône et Voilà, voilà, comme un volcan qu'on s'imagine voilà, en Éthiopie, ouais. ils sont différents, ces volcans. Et toi, tu peux pas respirer sans masque à gaz d'ailleurs. En fait, je pense que quand tu parlais de la sécurité, il y a aussi ça. Avant de partir, Ouais. on a quand même un équipement On a un qui est, matériel minimum, qui est ouais, ouais. voilà, obligatoire. Quand on part là, par exemple, pour la dernière fois, on a dû reprendre Enfin, les des casques, les casques, masques à gaz, t'as des ouais. masques à gaz, une longe de vie, etc. Donc, Ouais. c'est vrai qu'au fur et à mesure, tu apprends. C'est vrai que la première fois, je me disais, mais pourquoi j'ai besoin de tout ça? Et puis, quand tu es sur le volcan et que tu as le soufre, tu comprends pourquoi tu as besoin de Ouais. respirer dans ton masque à gaz. Hein. Je vais donner un exemple tout simple. Au Kawajan, en Indonésie, tu vois Mm. beaucoup de touristes qui ont juste un petit foulard devant le nez. Toi, tu arrives avec ton masque à gaz, tu es très content d'avoir ton masque à gaz et tu te demandes comment eux font pour respirer. Ouais. Ouais. C'est la même chose, hein. Il y a certains volcans qui sont accessibles au public et eux sont d'ailleurs peut-être moins équipés Mais il y a eu des que accidents à d'autres cause de personnes. ça, Et au justement. Kawajan, Tu peux plus exactement. respirer, donc tu fais n'importe quoi, tu cours pour essayer de Tout à fait. t'échapper, et là tu tombes et voilà, tu t'abîmes. Ouais. Parce qu'il y a quand même oui, Ouais. des volcans qui sont, Ouais. voilà, qui sont ouverts vraiment accessibles. Et là, t'es pas forcément bien équipé. Alors souvent, on raconte l'histoire au volcan, là, à l'Erta où la lave était tellement chaude qu'en fait, on a eu nos semelles qui ont commencé à brûler. Et du coup, on essayait d'écraser avec le bâton de marche. Bon, mais évidemment, le bâton de marche était en plastique autour, donc il a aussi cramé. Et là, on s'est dit, bon, Et c'est et compliqué. le sac Et aussi, là, en fait, on avait posé le sac à dos en attendant qui a par cramé terre et aussi. les lanières cramaient.
Et là, tu te dis, bon, alors, c'était pas écrit hein, sur la brochure que mes affaires allaient cramer. Mais bah, du coup, tu t'adaptes et en fait, il faut toujours marcher, en fait, toujours pour pas que tes pieds stagnent. Mais là, il faut te dire quand même qu'on était à côté Voilà, d'un il lac fait de très lave, chaud. hein, et on était dans un coin où personne ne va. Il y avait une petite crête large de 3 mètres hein, qui séparait ce lac de lave de la pente du volcan. Donc, ces 3 mètres, c'est ce qui nous séparait vraiment Ouais. de l'incandescence. Et tu avais le lac, tu avais des vagues Donc, il faisait très chaud. qui venaient taper à côté, là, et on était là, quoi. Bon, Mm. on n'y reste pas trop longtemps non plus, Ouais. mais c'est tellement incroyable, c'est tellement beau, c'est tellement fabuleux, si tu veux, que tu voudrais passer la nuit, on n'y passe Mm. pas la nuit. Il reste 1 heure, ben on part, on va s'abriter, on revient, on repart. Tu vois, c'est un besoin, quoi. C'est incroyable. Mais Waouh. oui, je Ouais, dirais c'est pour ça que sécurité, quand tu es en groupe, les histoires Non, enfin, que ouais, Guy racontait là pour ses pieds, ça t'étais tout seul. C'est vrai que quand tu es en groupe, il y a toujours non, fais gaffe. déjà beaucoup plus on écoute les personnes si par exemple hmm. elles vont avoir peur, mais c'est vrai qu'on part avec les chaussures de marche, le masque à gaz, je pense que tu Ouais, as un minimum requis pour partir, mais finalement c'est comme quand tu pars faire de la randonnée C'est en haute ça, ouais. montagne peut-être, je m'imagine Ouais. pas trop, mais Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu, c'est ça, comme l'univers de la haute montagne, où finalement, dans l'univers des guides, Guy, que tu pareil. connais bien, des guides qui ont fait carrière dans le Ouais, milieu, à qui il reste tous les doigts de pied et tous les doigts de la main. ouais, Bon, ouais, il y en a sans doute pas mal, mais il y en a aussi beaucoup, tu vois, qui ont eu ouais, des séquelles. Donc, en tout ouais. cas, moi, je pense qu'en tant que personne extérieure vraiment à l'univers des volcans, ce qui impressionne beaucoup, c'est plus la notion de chaleur. J'avais pas pensé au gaz, par exemple. Ah Tu vois, ouais, Coralie, tu parlais des gaz, mais moi, je ouais, crois que c'est plus vraiment cette idée de la lave, les bombes dont tu parlais, Guy, mais vraiment la notion ouais, de la chaleur extrême plus que les gaz nocifs. Mais là, je suis sur les images de Dalol. S'il y en a qui veulent aller voir d'ailleurs, DA2LOL, ouais, ouais. en Éthiopie, ouais, on dirait un paysage de science-fiction. Là, hein. C'est hallucinant. Exactement. Mais tu sais, pour répondre Hallucinant. à ce que tu disais, là, l'approche d'un volcan en activité, ça demande toujours beaucoup d'humilité, hein. C'est pas, on s'approche pas d'un volcan comme ça, quoi. Je veux dire, il faut savoir que c'est lui qui est devant, c'est lui qui est plus fort, et nous, il faut s'adapter, quoi. Et tu me Mm. parlais des gaz. Je vais te citer juste une petite expérience que j'ai eue lorsque j'ai perdu Catherine. Je l'ai cherchée, je t'ai dit, pendant 6 ans. Et chaque année, on explorait une partie de Dalol. Et la quatrième année, ou la cinquième année, non, c'était la quatrième année, je crois, je voulais explorer seul une partie. Pendant que le groupe était avec mon accompagnateur, moi, je voulais aller d'un autre côté, tout seul, pour explorer la zone où je pensais que je pourrais peut-être la retrouver. Et mon accompagnateur m'a dit non, non, tu peux pas partir seul, pars avec un militaire parce que le gouvernement nous obligeait de partir avec 3 militaires et 3 policiers. Donc je suis parti avec un militaire, seul avec un militaire. Et j'avais tracé sur ma carte un point GPS où je pensais qu'elle pouvait être ici. Et j'ai été vers ce point GPS. Et quand je suis arrivé là, je me suis dit, il n'y a rien, elle n'est pas là. Mais je vais probablement avoir un procès après pour justifier quand même que j'ai perdu quelqu'un. Je suis le responsable, c'était moi qui dirigeais le groupe. Donc, je vais faire une photo pour montrer au juge, pour lui montrer qu'est-ce que c'est Dalol. Parce que Dalol, si tu l'as pas vu, si t'as pas une photo, tu comprends pas. Et à ce moment-là, j'ai sorti mon appareil photo et je me suis baissé pour prendre cette photo. Pourquoi je me suis baissé? Parce que en se baissant, si tu veux, j'avais un premier plan d'une espèce de petit geyser noir avec un fond jaune et après on voyait tout Dalol derrière. Et en me baissant, à peine mon genou avait touché terre que j'ai vu le soleil, si tu veux, qui basculait et je me suis eu la tête à l'envers et je suis tombé. Je suis tombé et là, je ne sais pas comment te dire. Mon appareil photo a cogné. J'étais allongé par terre. Le militaire était jamais à côté de moi. Il était toujours à 15 mètres à peu près. Et là, pendant que j'étais allongé, je me disais, bon, maintenant, il faut que tu te relèves. Il faut que tu te relèves. Mais j'étais bien par terre. J'étais tellement bien. Et je me suis dit, dans le fond, t'es fatigué. J'avais envie de me reposer. Et plus je restais, et plus j'avais envie de me reposer. Et je me suis rendu compte que c'était dangereux, que si je me reposais, j'allais mourir, quoi. Il faut que tu te relèves, il faut que tu te relèves. Et j'y arrivais pas, j'avais plus la force. Et plus j'attendais, moins je pouvais y arriver. Et je sais pas, dans des moments, quand tu penses que tu vas mourir, tu trouves des forces que je sais pas où tu vas les chercher. Je suis arrivé à me relever à moitié, comme ça, à moitié sur les genoux.
Et j'ai vu le militaire. Et j'ai regardé le militaire. J'avais plus la force de parler. Mais je le suppliais des yeux. Je pouvais plus parler, toi, mais je le suppliais des yeux. Viens m'aider. Putain, mais viens m'aider. Pourquoi tu m'aides pas? Et je me rappelle comme si c'était hier, le militaire, il a détourné la tête. Il a détourné la tête et il a rien dit. Et là, tu dis, je vais mourir. Je vais mourir. Et tu retombes. Et après, ça revient dans ta tête et tu dis, non, faut que je me traîne encore. Et ça, l'histoire, ça a duré, je sais plus, j'en ai parlé dans mon bouquin, mais c'est atroce, quoi. Ça dure, c'est long. Et je suis arrivé à me traîner de 5-6 mètres, et là, j'ai pu respirer, et progressivement, ça y est, si tu veux, j'ai repris un petit peu d'air. Et à ce moment-là, chaque fois que je tombais, si tu veux, je m'entaillais le visage, j'avais la tête qui était en sang pratiquement. Et là, j'ai entendu, quand le militaire a vu que je m'étais sorti tout seul de ce lieu, j'ai entendu le claquement de la Kalachnikov, tu vois, le cran d'arrêt qui sautait. Et à ce moment-là, normalement, dans le désert, quand tu as quelqu'un qui est blessé, tu tires un coup en l'air comme ça et tu appelles tout le monde. Mais quand il a vu ma tête qui était blessée, il a eu peur, si tu veux, qu'on lui dise, mais c'est toi qui l'as blessé. Donc, il n'a pas tiré, il a attendu. Il a dit, de toute façon, il va mourir, j'attends. Il m'a expliqué tout ça après, hein, c'est pour ça que je te le dis ça. Il m'a expliqué après. Et comme progressivement j'ai repris un petit peu, de vitalité, si on peut dire, il s'est approché vers moi, tout doucement. Il m'a touché. Il m'a touché, tu sais, comme comme un fantôme un peu. Et il m'a dit, toi, t'es plus fort que les djinns. Tu vois, pour lui, c'était ça, quoi. J'étais plus fort que les djinns. Donc, j'ai eu, si tu veux, pendant un bon moment, parmi les Afars, dans le désert d'Anakil, Guy, il est plus fort que les djinns. J'avais une petite auréole. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est hyper important là-bas, quoi, tu vois. Mais Les djinns, c'est des génies, en fait, c'est ça? c'est les génies, ouais, c'est les génies. Et si tu veux, ce militaire, il était là en service commandé. C'est le gouvernement qui lui demandait d'être avec moi. Mais lui, il voulait pas faire ça. Parce que pour lui, j'étais dans une zone où j'aurais jamais dû aller. C'est la zone des diables, des démons, des djinns. Et normalement, on va pas les voir. Donc c'est normal que je meure ici. Toi, dans sa tête, c'était ça. Qu'un mec meurt à côté de lui, c'était pas un problème. Lui, toute sa famille a été tuée pendant la guerre érythréenne. Donc, moi, ils me connaissaient pas, ils s'en foutaient, quoi. C'était tout à fait normal. C'est Et ça, je vais après, rajouter les petits voyages insolites parce que ça, c'est en Éthiopie ouais, et t'as pas beaucoup de voyages. Et c'est vrai que avant d'arriver dans les déserts, tu t'arrêtes dans la tribu des Afars. ouais, ouais. Et en fait, les Afars, tu les respectes et eux respectent le volcan. C'est un dieu, hein. Tu peux pas t'approcher comme tu veux. Moi, je me souviens qu'il fallait jamais marcher devant les Afars. C'était les Afars qui disaient quand est-ce qu'il fallait y aller. Et c'est vrai que bon, moi, ça a vraiment été mon premier voyage, mais ça faisait un voyage très différent. Culturellement, c'était aussi voilà, très spécial. Et j'avais lu toutes ces histoires voilà, pour eux, c'est quand même, c'est encore plus beau quand tu vas voir un volcan qui a une signification pour quelqu'un Ouais. derrière. Et je pense qu'il n'y a pas qu'en Éthiopie, Et je il y t'ai a présenté le chef et rebelle, voilà, le chef rebelle qui à a part, hein, le qui, qui- collier là. qui avait son petit garçon, son dernier petit garçon. Pour me faire plaisir, il l'appelait Guy. T'imagines? Au milieu de tous les Mohamed, il y a un petit Guy. C'est le chef des rebelles à part, au milieu du désert d'Anaki. C'est un petit Guy, t'as 9 ans maintenant. Et ça, Génial. ils vous protègent. Et d'ailleurs, ils vont toujours avec vous quand on Ouais, va d'Alol. Tu iras ouais. toujours accompagné d'un afar. Euh, tu n'y vas pas tout seul, c'est Non, beaucoup trop jamais. Ouais. dangereux. Et ça aussi, c'est ce que moi j'aime bien dans ces voyages. Et c'est d'ailleurs moi quand je suis rentrée, j'ai fait mon mémoire sur l'Éthiopie. Hein. J'ai voulu transformer un peu tout ce que j'avais vu. Il y a des terres rares et tout. C'est des pays qu'on connaît pas trop. Et je trouve que c'est encore plus fou quand il y a des légendes et plein d'histoires sur les volcans. Et je pense qu'il y a aussi ça au Vanuatu où justement le volcan c'est pareil, c'est considéré comme encore un dieu, Mon il y a Dieu, ouais. plein d'images et je trouve que ça c'est insolite de pouvoir faire des voyages et d'avoir récupéré cette confiance, en tout cas créer la confiance depuis tant d'années avec ces personnes sur place quoi. Hmm. Et ceux-là, c'est des indicateurs aussi. Eux, ils peuvent me dire comment est le volcan, est-ce qu'il y a de l'activité. Pour moi, c'est important. Je suis toujours en contact avec eux, quoi. Ça, c'est très important pour nous, quoi.
Excellent. Mais tu Punaise. sais, l'approche d'un volcan en activité, euh, il faut que tu imagines un petit peu ce que c'est. Le mieux, ça serait que tu viennes avec nous, bien sûr. Mais tu sais, quand tu approches, elle peut te le dire, la petite, mais quand tu approches un volcan en activité, déjà, on essaye de faire ça la nuit. Parce que la nuit, tu vois plein de choses que tu ne vois pas le jour. Tu vois, le jour, lorsqu'il y a des coulées de lave, tu les vois pas. Lorsqu'il y a un lac de lave, tu les vois pas. Donc, la nuit, ça te donne plein d'indications. Et plus tu montes, plus tu vois. Mais plus tu montes, plus tu entends. Tant que tu commences à entendre les grondements, si c'est des bouches explosives, c'est de plus en plus fort les explosions. Tu as la lumière qui grandit. Tu as les fumées qui commencent. Tu as les gaz. Et plus tu approches, plus tout ça t'arrive à la figure. Il te reste encore 3 mètres à faire avant de te dresser sur la crête et tu respires et là tu commences à avoir chaud et dès que tu te dresses et c'est la chaleur d'un seul coup, la chaleur épouvantable et devant toi ou bien tu as un lac de lave ou alors tu as des bouches explosives et t'attends que ça pète. T'es là, t'es devant, tu dis ça va péter dans un moment. Alors t'as tous les muscles qui sont un petit peu tendus parce que t'as quand même un peu la trouille et puis tu sais que ça va péter quoi. Et quand ça pète là, imagine t'as un bruit, une détonation fantastique, en même temps, tu sens dans tes jambes, dans tes tripes, la terre qui vibre. Tu sens la terre qui vibre, tu as un séisme, tu perçois dans ton ventre. Et en même temps, tu as cette gerbe qui monte à 200, 300, voire 1000 mètres de hauteur, qui se dresse, et ensuite qui s'incurve, qui retombe. Et tu as toutes ces flèches ardentes qui plongent vers le sol. Et là, tu as le martèlement des blocs qui tombent. Et toi, tu bouges pas, tu es là et tu regardes en l'air, tu dis, bon Dieu, toi, tu regardes ce qui tombe, il faut pas que ça s'approche trop près. Quelquefois, t'en as qui passent derrière, faut surveiller, quoi. Mais ça, c'est des moments fabuleux, ça dure pas longtemps, hein. Ça dure quoi? Quelques dizaines de secondes, pas plus. Mais quand c'est fini, qu'est-ce que t'es bien, quoi. T'es content, t'es vivant, t'es là, t'as vu un spectacle fabuleux, t'as filmé. Souvent, on se réfugie dans le viseur de l'appareil photo ou de la caméra. Tu vois, c'est différent. Quand tu vois à travers le viseur, c'est moins gros, c'est moins fort. Oh là là. En tout cas, ça fait rêver hein, quand vous en parlez tous les deux. On sent que c'est des moments très forts en émotion. Ouais. Euh, et c'est pareil là. Enfin, j'imagine que c'est compliqué de se faire une image, de, de, de pouvoir se représenter les sensations tant qu'on l'a pas vécu. Ouais, Mais les ouais, ouais. vibrations, par exemple, les vibrations, Guy, dans une de tes vidéos, ou je sais plus, c'était peut-être une émission de radio que tu avais faite, je me rappelle que c'est quelque chose qui m'avait marqué, parce que pareil, j'y avais jamais pensé avant, mais tu en parlais déjà, et on sentait que c'était quelque chose de très fort dans l'expérience du Ah ouais, moment au pied des ah volcans. ouais, ouais. Mais enfin, j'ai du mal à. Comment est-ce que tu pourrais le représenter du coup? C'est une vibration, c'est la terre qui tremble autour de toi, un peu comme un séisme, ou c'est l'onde d'un Oui, oui, tout choc à fait. de l'explosion? Simultanément avec le bruit, la détonation, la déflagration, tu as la lumière, tu as cette gerbe qui jaillit à plusieurs centaines de mètres, tu as cette lumière et en même temps tu as le séisme. Parce que la Terre, elle branle, vraiment, elle bouge. Si tu veux, tous ces blocs qui sortent, ça fait bouger, vraiment, c'est un séisme. C'est un séisme qu'on perçoit dans ses jambes, qu'on perçoit dans ses tripes, vraiment. Ouais, oui, vraiment, tu le sens à l'intérieur. Tu vis avec le volcan, tu fais partie quoi du volcan à ce moment-là. Et ouais, ça c'est dur. Mais tu sais, en fait, je te parle du spectacle. Tu vas dire, c'est un beau spectacle. Il est émerveillé par le spectacle. Oui, mais c'est pas pour ça en fait que j'y vais. Si tu veux. Mon vrai bonheur, c'est pas là. Mon vrai bonheur, c'est dans les minutes qui suivent. Quand je vois par exemple, Coralie, quand elle a des étoiles plein les yeux parce qu'elle a vu quelque chose d'extraordinaire, ou que j'ai un pote qui vient me taper sur l'épaule en me disant, putain Guy, mais c'est trop beau, c'est trop chouette ce qu'on a fait. Alors là, oui, là, c'est ça mon bonheur, c'est le partage. Le meilleur moment pour moi, c'est ça. Et quand ça se passe comme ça, je dis, ça y est, j'ai réussi le voyage, c'est bon. Là, c'est ça mon bonheur. Voilà. Parce Génial. que souvent, tu sais, les gens me disent, ça fait 20 fois, ça fait 30 fois. Le Semeru, je l'ai grimpé 57 fois. C'est un volcan, un des plus difficiles d'Indonésie. Les journalistes me disent souvent, mais ça fait 57 fois que tu grimpes ce même volcan, t'en as pas marre. Mais non, j'en ai pas marre parce que c'est jamais pareil. Le volcan, tu sais jamais comment tu vas le trouver. Souvent, je dis, c'est comme les femmes, tu sais jamais comment tu vas les trouver. Eh bien, le volcan, c'est pareil. Quand tu arrives au sommet, tu sais pas, est-ce que les bouches sont explosives? Est-ce qu'il y a des coulées de lave à l'intérieur? Est-ce que le cratère s'est effondré? Est-ce que le cratère s'est affaissé? Voilà, il y a plein de choses qui se passent, il est jamais pareil. Et tes groupes, ils sont jamais pareils. Et les groupes en plus. Oui, oui, t'as raison de dire ça aussi. Non, c'est vrai. Les Moi, je groupes l'ai n'ont fait qu'une jamais. fois, le Ouais, ouais, Cénéro, ouais. et je me suis dit, mais comment Ouais, Guy a pu le faire 57 fois? ouais. C'était
super dur. Mais c'était génial parce que tu mérites ton volcan, Ouais. ça c'est sûr. C'est une grande ascension, mais je me disais dans ma tête, mais Guy l'a fait 57 fois, je peux pas ne pas y arriver. Et en fait, je pense que c'est ça aussi, hein, le groupe fait beaucoup de choses parce que on n'est pas nombreux, on est une douzaine. 10-12. Ouais. Et en fait, ça crée quand même des liens parce que tu pars quand même dans des endroits, tu peux pas te cacher. Hein, t'es toi-même, déjà, c'est pas des moments très faciles Ouais. généralement, mais le spectacle en vaut vraiment la chandelle, quoi. Quand tu vois le spectacle, c'est juste fabuleux. Et là, je prends l'exemple du cratère là au Masaya. Tu peux rester en fait des heures à regarder ce lac de lave, ça bouillonne, c'est un chaudron, quoi. C'est l'intérieur de ton volcan, c'est un lac de lave. Et moi, quand je suis rentrée, on m'a dit, mais tu t'es pas ennuyé tant de temps dans ce cratère? Je dis, mais la nuit, elle a duré une seconde. Je me souviens Voilà. même pas. Voilà. Enfin, je me souviens pas m'être dit une fois, je me suis ennuyée dans ce cratère. Non, t'as les yeux qui sont ouverts tout le temps, t'as pas envie de dormir. Et tu vois, tu prends tout ce que tu peux, toutes les énergies, tous les gaz aussi d'ailleurs, mais tout ce que tu peux, tu le récupères. Et moi, je trouve que c'est ça qui est fabuleux. C'est tout ce que tu t'arrives à prendre, c'est l'énergie du volcan hein, Ouais. que tu prends pour repartir, quoi. Waouh. Mais tu Bah, je sais, vous des fois, garantis qu'en tout cas, ça fait envie. Tant mieux. des fois, à l'intérieur, on vit des moments aussi qui sont quand même durs. Hein. Il y a des fois où tu dis, qu'est-ce que je fous là? Vraiment. Hein. Mais bon, T'as des anecdotes, du coup, peut-être, Guy, par rapport à ça, qui t'ont marqué? bah, je peux t'en citer une, par exemple. Euh, ouais, je peux t'en citer une. Bon, je pourrais t'en citer plusieurs, mais une ouais, particulièrement. C'est à Hawaï. Il y a un cratère qui s'appelle le Pu'u. C'est pas le lac de lave, hein, c'est le Pu'u. C'est un cratère avec à l'intérieur un lac de lave. Et ce lac, bah, j'amène les gens, bien que ce soit interdit. J'arrivais toujours à amener mes groupes la nuit là-bas. Et un jour, j'amène un groupe là-bas, non pas la nuit, mais le jour. C'était au début, hein, où il n'y avait pas trop de rangers, ça, on était encore pas trop embêtés à ce moment-là. Et je m'aperçois que ce lac de lave, il s'est effondré. Il s'est effondré à moins 80 mètres à peu près, et que ça fait une espèce de chaudron. Et ce chaudron, si tu veux, d'un côté, il est un petit peu en gradin, et j'ai l'impression qu'on pourrait descendre à l'intérieur, parce qu'à droite, au fond du cratère, il y a encore un lac de lave, plus petit, mais il y a encore un lac de lave. Et je me dis, si on pouvait descendre au fond, on pourrait s'approcher de ce lac de lave, ça serait monstrueux, ça serait extraordinaire. Alors, je réfléchis un bon moment, puis je me dis, bon, je vais jeter un petit coup d'œil, juste pour voir, comme ça. Je dis rien, et je commence à faire 1 mètre, 2 mètres, je descends, une fissure, je traverse une fissure, une autre, je descends un gradin, je prends une petite vire, je redescends un gradin un peu plus loin. Les clients me disent, mais tu vas où? Je dis, bah, écoute, j'essaye de voir si on peut descendre, si c'est possible. Et en fait, au bout d'une demi-heure, je suis en bas. Tu vois, je marque ma route, mon passage, je mets des petits bouts de papier rouge, et je descends. Et je me dis, les gars, c'est bon. Je remonte, je viens chercher tout le monde. Je dis, allez, on descend tous. Et il y en a un qui me dit, non, moi j'ai la trouille, je veux pas descendre. Je lui dis, bon, ben écoute, tu descends pas, c'est pas un problème. Tu restes ici, je te donne la radio et on fait la radio tous les deux. Ok. Et je descends avec mon groupe. On n'était pas très nombreux, on était 6. Que des gens qui avaient l'habitude de volcan. Hein. Donc on descend en bas. Après, on suit un cheminement assez difficile. On traverse des failles avec la lave au fond. On marche sur ce lac de lave solidifié et on arrive à droite, là où il est en activité. Donc c'est un petit lac qui fait allez, 40, 50 mètres de diamètre, pas plus. Mais ça bouillonne bien, c'est bien. On se met autour. On commence à faire des photos tranquillement. Et j'avais un pote là de Grenoble qui avait amené sa bouteille de Génépi. On sort le Génépi. Bon, on était heureux, tout, vraiment comme des gamins. Et à ce moment-là, j'ai la radio qui grésille, et c'est mon ami qui est en haut qui m'appelle, il me dit, Guy, il faut remonter tout de suite, parce que le vent vient de changer, et toutes les fumées du Pourreau qui partaient à droite, elles arrivent à gauche, elles arrivent à l'intérieur du cratère. Elles reviennent et elles vont descendre dans le cratère. Rentrez tout de suite, parce que c'est énorme, il y a beaucoup de gaz, beaucoup de fumée. J'ai pas mesuré tout de suite, si tu veux, ce qu'il m'a dit, la gravité de ce qu'il m'a dit, mais j'ai dit à tout le monde, allez, on range le matériel et on rentre. Et en l'espace de 10 minutes, on a vu arriver des gros panaches, si tu veux, qui sont entrés dans le cratère. On les voyait en haut, ça a commencé à nous boucher le ciel, et puis ça s'est mis à bourgeonner de plus en plus épais, bourgeonner, descendre, de plus en plus gris, de plus en plus sombre, et c'est arrivé sur nous en l'espace de 15 minutes, un quart d'heure maximum. On a sorti les masques à gaz, c'était irrespirable. Sans masque à gaz, on était mort. On a mis nos masques à gaz,
Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais les masques à gaz. Si tu veux les cartouches en atmosphère saturée, il faut 3 heures, 4 heures maximum. Après, c'est plus bon. Et là, on n'avait pas tous des cartouches neuves. Moi, la mienne, elle n'était pas neuve non plus. Donc, combien d'heures il restait, j'en sais rien. Personne ne savait rien. Donc, j'ai évité d'en parler, bien sûr, j'ai rien dit. Et j'ai commencé à chercher mes repères pour rentrer. Mais tu voyais pas à 1 mètre, hein, t'entends? À 1 mètre, tu voyais pas, quoi. T'étais dans la purée complètement. Alors, j'ai commencé à en trouver un. J'en ai trouvé un deuxième. J'en ai trouvé un troisième. C'est un gros gilet rouge que j'avais laissé. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai plus rien trouvé. Et là, vraiment, je savais plus, quoi. Alors j'ai commencé à aller à gauche, à droite, et j'ai commencé par faire une chute. Je suis tombé, je me suis esquinté un petit peu, mais je ne suis pas trop mal sorti. 5 minutes après, c'est un ami qui est accompagnateur pour moi, qui fermait la marche, qui est tombé. Lui, il s'est bien ouvert le crâne, l'arcade sourcilière aussi. Mais là, pas question de soigner, hein, on continue. Et j'avais les mains tendues en avant, tu vois, comme si, et j'arrivais pas vraiment à situer où j'avançais, parce que normalement je devais monter une pente, et là je descendais. Donc je me suis dit c'est pas possible. Donc j'ai obliqué carrément à 90 degrés, et là ça a été terrible, je suis tombé. Vraiment, j'ai fait une grosse chute, j'ai fait une chute de 2 mètres, je me suis ouvert le genou, et mon masque est tombé, et c'est quelqu'un donc du groupe qui me l'a récupéré, qui m'a aidé à sortir du trou. Et là, j'étais à moitié asphyxié. J'étais pas bien. J'ai passé un moment difficile. Je suis resté pour reprendre mon souffle. Et après, bon, on a essayé de repartir. Et là, j'ai vu que je m'en sortirais pas comme ça. Donc, j'ai appelé mon copain par radio. Je lui ai dit, écoute, maintenant, on voit plus rien. Essaye d'allumer le projet. La nuit commençait à tomber. Donc, je lui essaye d'allumer le gros projecteur qui est là-haut. Et puis, on va se guider sur la lumière. Le gars me dit, OK, la nuit tombe. On attend et on voit rien. Les fumées étaient tellement épaisses, il a mis le projecteur, on n'a rien vu du tout. Et à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, la seule solution, tu gueules le plus fort que tu peux, on va se tirer sur ta voix. Et il a commencé à crier, mais ça fait un peu écho dans les parois, c'était difficile. Mais on a commencé à se tirer sur sa voix et la nuit est tombée. Avec des lampes, tu sais, ça fait un écran devant. T'as même pas 1 mètre, t'as un halo blanc, c'est tout. Et on a essayé de monter comme ça. Et là, ça a pris, je sais pas, 2 heures à peu près. J'essayais à gauche, j'essayais à droite. J'ai commencé à trouver la première fracture, la deuxième fracture, la troisième, j'arrivais pas à la trouver. J'ai mis un bon moment. J'ai tourné à 45 degrés, après 45 degrés dans l'autre sens. Je suis arrivé à trouver la troisième, et j'avais mis une lampe clignotante en bas, je l'ai jamais retrouvée. Donc là, j'ai vu la pente, on a commencé à monter dans la paroi, et là, ça a été long, cette paroi. J'arrivais plus à m'en sortir. Une vire à gauche, une vire à droite. Escalader quand tu vois rien, mais c'est terrible. Et au bout d'un moment, je sais pas, peut-être une heure et demie, d'un seul coup, j'ai vu comme un petit éclat, tu vois. Un petit éclat comme ça dans la brume. Un éclat, mais ça, c'était la vie, quoi, tu vois. La vie qui revenait, quoi. Et j'ai rien dit parce que je dis, c'est peut-être ta tête, ne dis rien, ne dis rien. Et j'osais pas fermer les yeux, tu vois. J'avais les yeux fixés sur cet éclat. Et j'ai monté encore 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, et j'ai revu encore l'éclat. Ah, on est sauvés, c'est bon, les gars. Et on s'en est sorti comme ça, quoi, tu vois. Mais je t'assure Waouh. que cette fois, ça a été la limite, quoi, vraiment. Hein. Tu vois, quand t'es avec un groupe, c'est terrible. Quand t'es seul, bon, ça m'est arrivé de me faire coincer par la lave et tout, mais j'étais seul. Donc, il y a que toi qui mets ta vie en danger. Mais quand t'es avec un groupe, c'est dur, quoi. Je vais dire, tous les potes qui étaient là, hein, on s'en souvient, quoi. Moi, je pourrais t'en Punaise, raconter j'imagine. comme ça, mais on n'a pas le temps que je te raconte tout ça, mais j'en ai eu beaucoup, oui. Génial. Waouh. Quelle histoire. Ouais, bah, Coralie, je comprends du coup que si c'est le genre de récit que tu as eu tes Ouais. repas de famille année après année, où d'un moment tu t'es dit bon allez, Bah, tu sais, j'aimerais bien aller vivre ça. ouais, je reviens souvent et je cherche encore de nouvelles histoires et à Ouais, chaque fois j'en apprends des nouvelles. Donc moi j'adore là, c'est des moments que j'aime beaucoup et encore mieux si je peux les partager. Donc ouais, ouais. j'espère qu'on va en partager encore quelques-uns. Ouais. Tu sais, chaque fois que je me dis, c'est mon dernier volcan, maintenant je suis trop vieux. Puis, allez, allez, j'en fais encore un, puis voilà, quoi. Et peut-être du coup pour la suite par rapport à ce que tu viens de dire, Guy, à quoi est-ce que ça ressemble, Coralie, et cette espèce de transmission, j'ai l'impression, qui commence à se créer. Est-ce que vous avez prévu de faire d'autres voyages ensemble? Est-ce que Coralie, toi, tu veux t'y consacrer un peu plus sérieusement? Ben, si tu veux, au point de départ, c'est Monique, hein, qui a créé cette histoire, c'est ma femme.
Bon, après, si tu veux, moi, je m'en suis occupé avec elle, mais c'était elle la tête, je l'ai déjà dit. Mais après, il y a mon fils qui est entré, dès qu'il a pu accompagner, il est venu accompagner les voyages. Et lui, il avait sa spécialité, il avait ses langues, il avait ses volcans. Après, j'ai eu ma fille aussi qui accompagnait à Hawaï pendant longtemps, pendant 5 ans. Elle faisait tous les volcans à Hawaï. Après, elle a fait aussi l'Afrique. Elle a fait la Tanzanie. Et bon, et après, ça continue. Maintenant, c'est mon petit-fils. Ah, c'est mon petit-fils qui s'occupe de l'agence maintenant à Lyon. Donc, toi, c'est un peu une affaire de famille. Et puis Coralie qui vient avec nous maintenant déjà depuis quelques années, et puis qui va faire de plus en plus de volcans, et puis qui aimerait bien aussi, ouais, ouais, avoir un poste chez Aventure et Volcan. Elle me dit, ah ouais, Moi, j'aimerais bien. Ouais. moi j'aimerais bien continuer à partager avec Guy surtout parce que je pense que c'est les meilleurs moments parce qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu plus tranquille, il a l'impression pour lui, mais moi c'est les débuts donc moi j'apprécie beaucoup et je trouve que c'est génial d'avoir tous ces récits. Moi je m'enrichis aussi après là avec ces 2 dernières années, au final on a quand même pu un peu partir, mais moi j'aimerais bien aller voir de la un volcan là où ça pète, comme dit Guy souvent. Il dit faut aller là où ça pète et aller découvrir, voilà, moi toute seule aussi, comment ça se passe pour découvrir, quoi, voir mes petites aventures à moi. Mais si je Génial. peux faire avec Guy, là, je continue et avec grand, grand plaisir pour le suivre encore. Mais Guy a la petite habitude de partir tout seul faire ses repérages avant. Donc ça me fascine. Et donc peut-être que j'irai le retrouver à la prochaine éruption. Bah, tout seul, tu peux te Super. permettre de faire des conneries que tu ne fais pas avec des clients, tu comprends? Ouais, Donc, ouais. pour faire une reconnaissance, c'est bien d'être tout seul quand tu sais ce qu'il est possible de faire. Après, ouais, tu peux faire ça Ouais. avec des gens plus sérieusement, voilà. Génial. Non, parce qu'on est sérieux quand Génial. même. Faut pas Oui, croire. bah oui, Ouais, on a ramené beaucoup des clients quand oui. Ouais. Génial. Bah, écoutez, on arrive déjà à la fin. Moi, je serais curieux de même. savoir, peut-être pour conclure, on va commencer par Guy, mais avec une vie d'aventure aussi riche que la tienne. euh, alors, dans ma question, j'ouvre une parenthèse. En fait, sur le podcast, tu sais, on parle beaucoup de résilience, de détermination, de dépassement de soi. Et ce que le type d'invité que j'essaie d'accueillir, c'est des gens qui, comme toi, qui vivent leur passion à fond, et qui font des choses extraordinaires, qui vivent leur vie pleinement. Donc, je suis toujours curieux de savoir quels sont un peu les conseils ou les recommandations qu'ils auraient pour celles et ceux qui nous écoutent. Donc, du coup, j'en reviens à ma question initiale. Pour toi, ce serait, avec une vie d'aventure aussi riche que la tienne, qu'est-ce que tu aimerais partager à celles et ceux qui hésitent encore à se lancer, que ce soit dans les volcans ou dans d'autres univers? Moi, je vais te répondre que pour moi, la seule chose impossible à supporter, c'est de ne pas avoir osé. Voilà. Ça, c'est la seule chose. Dès que j'ai envie de faire quelque chose, je me pose plein de questions, j'hésite et tout, mais j'y vais. Je me dis, il faut y aller. Si ça marche pas, tant pis, tu t'es gouré. Mais tu n'auras pas le regret de dire, j'aurais pu y aller et je l'ai pas fait. Donc ça, pour moi, c'est le plus important, c'est de tenter le coup. Chaque fois qu'on m'a fait des propositions, Gilles Bordesoul, par exemple, quand il m'a dit, on va marier la glace et le feu, j'ai dit oui. Mais bon, des fois, j'ai dit oui, mais j'ai fait des conneries aussi. Mais au moins, j'avais pas de regrets, j'avais pas de remords. J'ai essayé, ça loupait, tant pis. Mais quand tu ne le fais pas et quand tu as des regrets, après, c'est invivable. Pour moi, c'est Hmm. invivable. Voilà. Donc, le seul conseil que je peux donner, c'est si vous avez envie de le faire, faites-le, essayez. Essayez au moins. Il faut essayer. Il faut tout essayer. Et puis, si ça marche, tant mieux, ça marche pas, il faut faire autre chose. Mais il faut essayer plein de trucs, quoi. Et la petite, c'est ça, voilà, voilà, elle essaye tout aussi. Du coup, Coralie, c'est ce que j'ai. Bah, je te pose la même question. Toi qui a un œil un peu différent du coup par rapport à cette pratique, qui commence à découvrir le milieu, qu'est-ce que toi t'aimerais partager peut-être à des générations plus proches de la tienne, de la nôtre? Ouais, moi je pense plutôt avec moi autour de moi où j'ai pas mal de copains qui vont me dire mais nous on n'a pas on n'arrive pas à passer le cap ou à partir ou à faire des choses comme ça, c'est parce que tu connais Guy, c'est parce que tu as déjà vu.
Alors oui, sûrement, il y a peut-être une part de confiance aveugle. D'ailleurs, je me dis pourquoi, parce que quand j'entends toutes les expériences, je me dis, mais il n'y a pas de je vois pas pourquoi je pars, quoi. Qu'est-ce qui va m'arriver comme aventure? Mais non, non, tout s'est bien passé. Mais je dirais, en fait, faut juste avoir... moi, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, parce que c'est en sortant de ma zone de confort que je prends confiance et que quand je reviens, par exemple, dans ma petite vie parisienne, je me dis, mais moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait il y a une semaine, j'étais là-bas. Et ben, c'est génial, je trouve c'est fou de pouvoir se dire de... Justement, j'ai osé, je me suis dit, bah pourquoi pas. Alors c'est sûr que je me pose des questions et je me dis, mais ouais, Guy m'a toujours dit, tu vas regretter, donc on se lance. Par contre, je pense que j'ai peut-être moins le goût du risque dans le sens où je vais garder quelque chose assez stable à côté en me disant, voilà, aujourd'hui, je sais pas si tu peux tout envoyer balader et recommencer autre chose. J'aime bien avoir la partie stable où je suis sûre de moi, mais par contre, voilà, j'ose peut-être plus parce que bah, faut qu'on en profite. Ça, c'est clair, faut en profiter, quoi. Génial, Ouais, j'adore. dans mes vivants. Hein. Ouais. Ouais, exactement, exactement. Bah écoutez, je voulais vous dire en tout cas un grand merci à tous les deux. C'était génial d'en apprendre plus sur vos parcours, sur ta vie d'aventure, Guy, sur la façon dont il y a ce passage de flambeau entre générations qui se fait, et puis surtout Merci, sur oui. l'univers des volcans. Moi, ça m'a absolument fasciné. Je suis sur votre site là, aventurevolcan.com, s'il y en a qui veulent aller voir, volcan au pluriel, aventurevolcan.com. Et il y a des photos notamment de Dalol. Et je crois que si je devais en choisir un, entre les récits de Guy et les photos que j'ai sous les yeux, ce serait peut-être celui-là. Bah Mais écoute, en tout cas, j'aimerais bien t'emmener, hein, ça me ferait plaisir en tout cas. Bah, tu sais ce en que tout je cas, t'ai pas vraiment, dit? merci. Ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que Tanguy, il a ouvert aussi, lui, deux agences. Il a une agence à Palerme, hein, sur les îles éoliennes. Donc, il a des bateaux là-bas, il fait les îles éoliennes. Et il en a une autre au Costa Rica, où il fait tous les volcans d'Amérique centrale. Si tu vois, en 2 mots, on s'est partagé la planète. Moi, je m'occupe toute la partie Asie, et lui, il a la partie Amérique. Voilà. Comme ça, on Génial. s'engueule pas, tu comprends? Mais Excellent. merci en tout cas parce que c'était une super expérience. Vraiment, merci de pouvoir nous faire vivre ça parce que souvent on en parle entre Ouais, nous, mais ouais. on a moins l'occasion d'en discuter avec d'autres personnes. Et moi, j'adore partager aussi comme ça et te donner envie, j'espère, de venir voir des volcans. Donc, c'est top. Génial. Merci à toi, Loïc. Et j'espère Avec à grand bientôt le plaisir. plaisir de te voir. Hein. J'espère que. Très N'hésite pas. certainement. Si un jour ça pète vraiment fort, je t'appelle. D'accord? Ça marche, on fait ça. Merci Guy, merci Coralie. Merci À bientôt, beaucoup. Loïc. Bonne À bientôt. soirée. Bonne soirée à toi.